Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le scrutin présidentiel s'est achevé au Malawi. Ce mardi, 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin organisé après l'annulation de l'élection présidentielle de mai 2019 en raison de fraude massive. Le procès de Jacob Zuma, à nouveau reporté, l'ancien président sud-africain est jugé pour corruption dans une affaire de contrat d'armement. Une nouvelle audience est prévue le 8 septembre pour fixer la date du procès. Et Camerco ne reprendra pas ses vols avant 3 mois. La compagnie aérienne camerounaise a mis une partie de ses employés au chômage technique depuis ce 22 juin. Une mesure exceptionnelle prise dans le contexte de la crise sanitaire. Les Malawites ont voté à nouveau pour l'élection présidentielle. Comme en mai 2019, Peter Mutharika, le président sortant, était opposé au chef de file de l'opposition Lazarus Chakwera. Pour rappel, le scrutin avait été annulé par la Cour constitutionnelle en raison de fraude massive. Les résultats ne devraient pas être connus avant la fin de la semaine. Grazela Tchakounte et Ashley Duprat. Les dés sont à nouveau jetés au Malawi, un an après la présidentielle invalidée pour fraude. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 23 juin pour élire leur président. Un nouveau duel entre deux principaux candidats, le président sortant Peter Mutharika et le leader de l'opposition Lazarus Chakwera. 5002 bureaux de vote étaient ouverts à cet effet dans un contexte de crise sanitaire. Je tiens à vous assurer de mon engagement absolu et de celui de toute la Commission à organiser une élection crédible dont les résultats seront acceptables par tous. Il faut dire qu'entre-temps, la donne a changé au Malawi. La commission électorale a été renouvelée et les règles du jeu modifiées. Désormais, le vainqueur de la présidentielle devra obtenir la majorité absolue, soit plus de 50% des suffrages exprimés et non plus une majorité relative. Une disposition qui ouvre la possibilité d'un second tour. Sur le terrain, les électeurs se sont mobilisés en masse. Les promesses faites par le président de mon choix m'ont fait voter. Il dit qu'il va réduire le prix des engrais et créer plus d'emplois pour nous les jeunes. De son côté, Lazarus Chakwera, qui bénéficie du soutien de l'ancienne présidente Joyce Banda et du vice-président Saulos Chilema en tant que colistier, s'est présenté comme le visage du renouveau. Tient-il sa revanche? Les jeux sont faits. Réponse dans les prochains jours. Énième report dans le procès de Jacob Zuma. L'audience ouverte ce mardi 23 juin a été renvoyée au 8 septembre prochain. La date du procès sera alors fixée. L'ancien président sud-africain, poursuivi pour corruption dans une affaire de pots de vin, a déjà multiplié les recours pour faire annuler ses poursuites. Zahra Mohamed Mouchou et Ashley Duprat. Depuis 17 ans, la justice sud-africaine n'a jamais pu officiellement engager de procédure. Jacob Zuma est finalement comparu ce 23 juin devant la justice pour l'affaire dite des Spy Tapes, dans laquelle l'ancien président sud-africain est accusé de détournement de fonds. Des accusations concernant cette rocambolesque affaire de vente d'armes qui implique directement le géant français Thales. Une grande partie des premières procédures de ce mardi a été axée sur la fixation d'une date pour la poursuite du procès. Mais tout ce que je dis, c'est que lorsque nous affirmons que le Covid a eu un effet marqué, nous n'avons pas le contrôle. Nous aurions de loin préféré que ce ne soit pas le cas et nous serions plus avancés sans cette situation. Les accusations lancées contre Jacob Zuma ont été suspendues puis rétablies à plusieurs reprises. L'ex-chef de l'État entre 2009 et 2018 est soupçonné d'avoir touché pour 4 millions de rentes de pots de vin du groupe français Thales à la faveur d'un contrat d'armement conclu en 1999. Les deux parties ont toujours nié ces allégations. Pour les observateurs de la vie politique sud-africaine, les multiples recours de la défense visent à annuler les poursuites. J'ai dû lire 3 à 4 000 pages de documentation pour accueillir un procureur qui a déclaré plus de 7 fois que l'État est prêt à procéder, mais qui veut maintenant changer le calendrier. Ce mardi, après une courte audience devant un tribunal de Pietermaritzburg, la juge Kate Pillay a convoqué les parties à une nouvelle audience prévue le 8 septembre afin de fixer la date du début du procès de l'ancien président.
Dans l'actualité également, le continent gagné par le débat sur les symboles liés à la colonisation après le décès de George Floyd, afro-américain tué par des policiers. Au Sénégal notamment, le débat qui existait déjà est relancé. Les plaques apposées au coin des rues sont au cœur de la polémique avec des noms comme Faidherbe, Jaurès, Carnot qui rappellent le passé colonial du pays. Les autorités de certaines communes optent pour une réflexion sur ces noms et la possibilité de les changer. Économie à présent, la Sonatrach, compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, et la société tunisienne de l'électricité et du gaz ont renouvelé leur contrat d'achat et de vente de gaz naturel. La Tunisie compte apporter 3 milliards de mètres cubes de gaz algérien jusqu'en 2029. L'Algérie qui a accepté de réduire de 10% le prix de son gaz. Victoria Sédichi. La Sonatrach, l'Algérienne du pétrole et du gaz et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz ont prolongé de 8 ans leur contrat d'achat et de vente de gaz naturel. La durée du contrat se poursuivra donc jusqu'en 2027 avec possibilité d'extension de 2 ans ainsi qu'une hausse de 20% du volume contractuel dès 2025. L'accord remonte à mars 1997. Cet accord permettra à la Sonatrach de consolider sa position de principal fournisseur de gaz naturel de la Tunisie dans une conjoncture de marché très compétitive et à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz de sécuriser son approvisionnement en gaz naturel. Les ressources en gaz de la Tunisie sont faibles et le déficit énergétique devient endémique. À fin février 2020, la Tunisie a vu ses ressources chuter de 12% par rapport à la même période en 2019. La production électrique reste le plus grand consommateur de gaz naturel, soit 69% de la demande totale. Elle utilise plus de 97% du gaz naturel. Pour combler le besoin, la Tunisie compte importer par an entre 2,5 et 3 milliards de mètres cubes de gaz naturel algérien jusqu'en 2029. Pour la Tunisie, ça représente un ballon d'oxygène extrêmement important. Les échanges directement intéressants pour l'Afrique sont ceux qui permettent à cet investissement de se faire fructifier avec moins de coûts de transport, avec moins de pollution, avec moins de déperdition entre les pays. De son côté, l'Algérie possède d'énormes ressources gazières. Le pays est le premier producteur africain de gaz et le 9e au niveau mondial. L'Algérie dispose de gisements renfermant près de 2368 milliards de mètres cubes et de 260 millions de tonnes de condensat. Un point qu'avait révélé avec beaucoup de fierté en avril dernier le ministère de l'Énergie. La pandémie de coronavirus et les avions de la Camerco cloués au sol pendant au moins les 3 prochains mois. La compagnie aérienne camerounaise n'envisage pas de reprendre ses vols dans l'immédiat. 2 tiers de son personnel a d'ailleurs été mis au chômage technique. Philomentine. Compte tenu de la situation sanitaire liée au coronavirus, la reprise totale de l'exploitation par la Cameroon Airlines Corporation, Camerco, n'est pas envisagée avant 3 mois d'après la direction générale. La compagnie nationale aérienne a mis en place un plan d'austérité applicable sur les 3 prochains mois. Ainsi, 371 employés représentant environ 65% du personnel ont été mis en chômage technique pour une période de 3 mois renouvelable à compter de ce 22 juin 2020. Le coronavirus est une crise de plus pour la Camer. La Camer a un problème structurel dont la Camer n'a jamais pu décoller du fait de plusieurs raisons internes à la Camer. Donc la décision de mettre des gens en congé technique est une décision circonstancielle, mais elle n'obstrue pas le manque de structuration de la Camer. Cette mise au chômage qui devrait coûter 1,479 milliards de francs CFA à l'entreprise vise notamment à limiter l'accroissement inutile de la dette salariale, réduire les risques de contagion du personnel et de maîtriser les charges de fonctionnement. Par ailleurs, les 6 organisations de l'intersyndicale du transport aérien du Cameroun rejettent le dossier du chômage technique et demandent aux travailleurs de ne pas tenir compte de cette décision unilatérale. Pour tenter de redresser la Camer, je pense que le plus simple est de dissoudre la Camer et de vendre à des opérateurs privés
privée la possibilité de partir une nouvelle compagnie aérienne privée et dans une gestion privée sans une interférence de l'État. À noter que dans une lettre du 14 juin dernier adressée au ministère des Finances du Cameroun, la Direction générale de Camerco sollicitait un appui financier pour le paiement des salaires des employés et la maintenance de la flotte. Le Congo lance l'opération timbre électronique le 1er juillet. Les services tels que les factures de téléphone, d'eau, d'électricité et des chaînes câblées pourront être réglés par voie électronique. Ce projet doit permettre l'élargissement de l'assiette fiscale du pays. Nelly Claude Bessa. C'est un tout nouveau mode de paiement qui sera effectué au Congo. Dès le 1er juillet, les Congolais sont appelés à se servir du paiement électronique pour tous les types de services. La mesure inscrite dans la loi de finances 2019 constitue le projet timbre électronique qui doit permettre à l'État de suivre de manière électronique et continue le paiement des taxes comme la TVA, le centime additionnel, la taxe audiovisuelle. Nous demandons à tous les Congolais de privilégier le paiement de leurs factures par mobile money. Ainsi, ils ne seront plus obligés de se déplacer vers des agences. Ces derniers recevront après chaque paiement un message certifié émis par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE qui confirmera pour l'État que vous avez bel et bien payé votre facture. Pour les experts, ce processus de certification électronique permettra de manière globale au ministère des Finances d'élargir non seulement l'assiette fiscale, mais aussi de s'assurer que les paiements de factures sont datés et certifiés. Il contribuera à l'amélioration du climat des affaires, facilitera l'inclusion financière, établira en même temps des activités des opérateurs économiques, quelle que soit leur zone de localisation. Ce nouveau mode de paiement va aider le Congo, va sécuriser ses recettes et bien sûr augmenter l'assiette fiscale. Soulignons que le mode de paiement électronique apparaît également comme une aubaine au moment où le pays fait face à la crise sanitaire de coronavirus. Pour les observateurs, ce mode de paiement participe au respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, tant scandée par les autorités sanitaires dans le cadre de la limitation de la propagation de la maladie. Et puis en Algérie, le comité scientifique préconise de réduire le temps d'hospitalisation des personnes contaminées par le coronavirus et de traiter les cas bénins à domicile. Une préconisation dans un contexte où le nombre de cas est toujours en hausse. Dans les hôpitaux algériens, le taux d'occupation est actuellement de 60 à 75%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.